Ensuite, on a Abderrahman qui nous dit bonjour Ben, ça va Sarbi? J'adore ce mot Sarbi. Sarbi, ça veut dire frère, ami, etc. Voilà, j'avais découvert ça quand j'étais à Orange. J'arrêtais pas d'entendre Sarbi, Sarbi, Sarbi. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Sarbi? On m'a expliqué. Voilà. Donc, on t'a aimé pour ton bon cœur et ton rire sincère. Merci beaucoup, tu as su atteindre des milliers de cœurs. Franchement, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ton trip en Algérie? Combien de kilos? Ah, ça, je vous ai dit, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Combien de kilos de plus tu as pris après les 2 voyages entre Algérie et Tunisie? Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué? C'est vrai que j'y ai répondu beaucoup de fois, mais je changerai pas ma réponse. Hein. C'est vraiment la gentillesse et l'hospitalité des gens qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et puis, combien de kilos de plus? Eh ben, franchement, à ma grande surprise, je me souviens m'être pesé le dernier jour en Tunisie quand j'étais rentré dans une pharmacie pour faire mon test. J'avais pas pris de poids. En fait, je crois que j'étais aux alentours de 74,5, quelque chose comme ça. Enfin, franchement, j'avais pas pris de poids. En général, mon poids de base, il est entre, allez, 71 et 74. Et voilà, à ma grande surprise, j'avais pas pris de poids. Donc, j'ai beaucoup marché durant ce voyage. Il a fait chaud, très chaud. Donc, quand tu marches aussi en plein cagnard, je pense que tu perds beaucoup de calories. On pense que je mange beaucoup, hein. Mais il faut savoir un truc, c'est que je mange normalement. Ou alors je m'en rends pas compte, hein. Mais en tout cas voilà, je prends mon petit déj, mon repas du midi, mon repas du soir, mais je mange pas 10 fois par jour non plus quoi. Et puis quand tu marches beaucoup, ça creuse aussi. Mais c'est vrai que parfois on pense que je mange beaucoup, mais non, je mange pour une personne, hein, ce qu'on me donne, ce qu'on me sert, mais voilà, je suis assez content, c'est vrai, pour le coup, de pas être rentré avec trop de kilos en trop, parce que c'est facile à prendre, mais c'est pas très facile à perdre. Ensuite, on a Casson Case qui me demande, est-ce que tu as eu des mésaventures en Tunisie ou en Algérie que tu n'as pas posté? Oui, j'en ai eu, mais franchement, très peu. J'en ai eu une en Algérie et une en Tunisie. Alors en Algérie, je l'avais expliqué lorsque j'ai été invité à Beurre FM, parce qu'on m'avait dit ouais mais attends Ben, franchement on dirait que tout est super pour toi en Algérie, que tout s'est trop bien passé, t'as pas eu des petites expériences négatives, des trucs croustillants à nous donner? J'ai dit non, franchement non, à part une fois à la limite quand j'étais dans la Casbah, j'étais tombé sur un monsieur en fait qui tenait un petit stand, voilà, qui vendait des choses, etc. C'était une sorte de petite épicerie en fait, il était assis à l'extérieur. Et donc je le salue par politesse, je dis salam, bonjour, enfin voilà, et il me répond en arabe, sauf que moi en fait je parle pas arabe, donc je comprenais pas, donc je lui explique poliment, voilà, excusez-moi monsieur, je parle pas arabe, est-ce que vous parlez français? Là il commence à s'énerver, en plus ce jour-là j'avais le maillot de l'Algérie, il me dit comment ça, mais toi t'es algérien, tu parles pas arabe? Je dis non monsieur, je suis pas algérien, je suis touriste, je suis français, etc. Il me dit bah ici on est en Algérie, donc on parle arabe, et voilà. Ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est qu'il faut pas se prendre la tête, il faut juste éviter le conflit et partir, et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit ah ok, excusez-moi, voilà, et je suis juste parti tout simplement. J'ai pas cherché à rentrer dans un conflit, ça sert à rien, on est en voyage, on n'est pas là pour se prendre la tête. Comme je dis toujours, des imbéciles, il y en a partout dans le monde. Et une fois aussi, quand j'étais en Tunisie, lorsque j'étais à Kelibia, en fait, à un moment, je repère un troupeau de chameaux au milieu des dunes de sable. Et je me dis, waouh, c'est trop beau, mais ils appartiennent à qui ces chameaux? Tiens, je vais prendre des petits plans avec la plage et tout, c'est trop beau. Et en fait, là, il y a un monsieur qui vient avec un chapeau de paille. Et ce monsieur était très gentil, très souriant. Par contre, j'ai remarqué qu'il ne parlait pas, donc il était muet. Probablement sourd aussi, mais en fait on arrivait à se comprendre par la langue des signes. Alors je parle pas la langue des signes, mais il y a des choses qu'on arrive à comprendre. Il me disait tu vois ce chameau là ici, blessure, donc je comprenais qu'en fait il avait une blessure. Il me disait tu vois là ce chameau, hop, ah ok, j'avais compris que c'était le bébé de celui-ci. Et sauf que à un moment en fait je suis en train de lui parler et tout se passait très bien et je me rends compte que au niveau de son pantalon, sa braguette est ouverte et que son petit oiseau est prêt à sortir. Donc je me dis, ah le pauvre, il a dû aller faire pipi et il n'a pas remarqué en fait qu'il avait laissé sa braguette ouverte et en plus il n'avait pas de slip ou de caleçon, enfin on voyait directement son... Voilà, je vous fais pas de dessin. Donc bon, je fais semblant de rien et puis à la fin je lui dis au revoir et je m'en vais. Et puis je descends une petite dune de sable, mais je sens un regard insistant sur moi. Et je me retourne et je vois le monsieur, et là, en fait, il ouvre son pantalon au niveau de sa braguette, et il me fait
Et là, j'étais un peu choqué et je lui dis non, 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 c'est bon, merci, merci, au revoir. Et puis, je m'en fais. Et en fait, genre 150-200 mètres plus loin, je tombe sur un resto. Il y avait 2 Tunisiens qui travaillaient. Je leur demande poliment si je peux utiliser les toilettes. Et je leur dis, voilà, il y a un troupeau de dromadaires et il y a un monsieur assez bizarre. Je leur explique un petit peu l'histoire. Ils me disent, ah, mais on est vraiment désolé. Mais genre, ils étaient dans un état, les pauvres, ils étaient trop gênés pour moi, quoi. Ils savaient plus où se mettre. Ils me disaient, on est vraiment désolé et tout. Comme je dis toujours, des imbéciles, il y en a partout. Des gens bizarres, il y en a partout. Mais voilà, je pense qu'en fait, ils étaient surtout désolés que ça arrive à un touriste. Ils voulaient pas que je garde, à mon avis, une mauvaise image de la Tunisie. Et je leur ai dit, mais vous le connaissez, ce monsieur? Ils m'ont dit, oui, celui qui s'occupe des chameaux, etc. Ouais, mais faut pas prêter attention, il est pas très très net. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est un monsieur qui devait sûrement avoir des problèmes psychologiques, je sais pas. Mais voilà, ce qu'il faut faire, comme je dis toujours, c'est juste partir et pas se prendre la tête et juste partir, pas s'énerver, dire mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, hey, oh, voilà, juste partir. Il a pas été méchant, il m'a pas attrapé ou quoi que ce soit, mais bon voilà, ce qui s'est passé, c'est que il m'a dit viens, je dis non, non, salut, tout simplement. Voilà, donc ça c'était une petite anecdote en Tunisie dont j'ai pas parlé parce que parfois je m'étends pas sur tous les sujets, sinon les vidéos elles dureraient 2 heures. Mais c'est vrai que dans les FAQ on peut se poser un petit peu plus et discuter. Ensuite, j'ai une question en anglais. Donc, je répondrai par politesse en anglais, mais dans un anglais très simple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, j'ai Van49442 qui me demande Do negative comments affect you? And how do you deal with them? En gros, ça veut dire comment les commentaires négatifs t'affectent et surtout comment tu les gères. I would say it's been 7 years now I'm doing videos on YouTube and honestly I don't care about it anymore. I mean, like, you cannot satisfy everyone, so I would say it is raining as you can notice, but I would say that I prefer to be focused and spend like 5 minutes to answer to someone who is really positive and happy and push me to the top than someone who tried to bring me down. Honestly, that's it. Just I don't care anymore and just I stay focused on the positive people. Ensuite, elle me demande, il ou elle, hein, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais are you planning to visit all countries in the world? Would it be achievable in slow travel mode? C'est une très bonne question. Elle me demande si je prévois de visiter tous les pays du monde. Est-ce que ce sera possible avec mon mode de voyage qui est le slow travel mode, c'est-à-dire de prendre son temps dans un pays, hein, comme j'ai dit à chaque fois, j'ai passé 4 mois en Turquie, 2 mois au Brésil, 2 mois en Argentine, quasiment 1 mois en Algérie. So it's a very good question. It's on my bucket list to visit all the countries in the world, to see as many culture as I can, but I know that it's gonna be complicated with slow travel mode. But I prefer to travel slow and take my time and see less, that every time to be in rush or just to go in a country to see one city. Honestly, it's not my idea of travel. Sometimes I see some people on Instagram, they put that they have already traveled in 150 countries, but when you talk with them and you say, oh, you've been to Turkey, what did you visit? What? Just Istanbul and Cappadocia? And what about all the part in the Black Sea or the Southeast, Mardin, Diyarbakir? That's why I prefer slow travel mode, because for me it's the best way to know a country, but I know that I think it will take more than one life to visit all the countries perfectly. Even you visit a country like 5 times, you don't know all the country, it's impossible. Donc je disais que c'était une très très bonne question parce qu'effectivement avec le slow travel mode, c'est compliqué de visiter tous les pays du monde, même si pour moi, clairement, je kifferais hein, pouvoir aller dans tous les pays du monde et de prendre mon temps à chaque fois, mais effectivement, il faudrait plus d'une vie, je pense. Et il faudrait faire ça toute sa vie. Peut-être qu'à un moment, je vais me fatiguer, peut-être qu'à un moment, j'aurai peut-être plus le même rythme de voyage, je sais pas. Mais c'est vrai que je lui répondais que moi je préfère voyager de cette manière parce que ça me permet de prendre mon temps, ça me permet de bien connaître un pays, d'être imprégné de sa culture, et que parfois je vois sur Instagram des personnes qui ont quoi, à peine 25 ans et qui mettent j'ai voyagé dans 150 pays dans le monde sur 197.
Tu te dis mais comment c'est possible? Est-ce qu'ils ont commencé quand ils étaient bébés ou parce que pour moi il y a une différence entre visiter et connaître un pays et explorer un pays. Parce que moi si vous me posez la question est-ce que tu as déjà été en Angleterre? Je vous répondrai oui, je suis déjà allé à Londres. Mais si vous me demandez est-ce que tu connais l'Angleterre, je vous répondrai non. J'ai peut-être mis le pied en Angleterre, mais je connais pas l'Angleterre. J'ai pas été à Manchester, Liverpool ou dans d'autres villes en Angleterre. J'ai pareil, j'ai été à Berlin, mais je connais pas l'Allemagne en vérité. Donc voilà, c'est pas une course de celui qui aura visité le plus de pays. Moi, pour moi, le voyage, c'est justement, c'est prendre son temps. Et puis je suis content à chaque fois et satisfait de, quand je reviens d'un pays, de me dire cool, j'ai bien baroudé dans ce pays, j'ai appris beaucoup de choses dans ce pays, de la culture, de l'histoire de ce pays. Et c'est vrai que maintenant, mis à part peut-être des petits week-ends à droite à gauche, mais j'ai du mal à me voir dans un autre mode de voyage que le slow travel mode. Voilà, je préfère faire un mois dans un pays que me dépêcher et de faire genre en un mois 3-4 pays parce qu'ils sont côte à côte pour me dire cool, j'ai fait 4 pays, trop bien. Je peux rajouter ça dans mon nombre de pays visités quoi. J'ai déjà vu des personnes en Amérique du Sud faire un mois en Amérique du Sud et en un mois ils ont réussi à faire Brésil, Argentine, Uruguay, Colombie. Ils disent mais en un mois? Mais c'est long l'Amérique du Sud, comment c'est possible en un mois de faire tout ça? Ben en fait ils ont juste fait les grosses villes ou les axes importants, style Bogota, Rio, Buenos Aires, mais en vérité ils connaissent pas vraiment bien le pays quoi tout simplement. Bon bref, après chacun a sa définition du voyage. Personnellement je critique pas, hein. Moi c'est ma manière de voyager, mais tout le monde a une manière différente de voyager. Si chacun trouve chaussure à son pied, c'est le principal. Ensuite, j'ai une question de Ludontno qui me demande « Salut, tout d'abord je tenais à te remercier pour le partage de tes découvertes à travers le monde. J'ai eu l'occasion de regarder quelques-unes de tes vidéos d'Algérie, plus la vidéo bonus de Tunisie. Et c'est dans cette vidéo bonus que j'ai appris que tu rentrais sur un coup de tête dû au climat, plus prix élevé. Alors c'est vrai qu'on commençait à rentrer dans la haute saison, mais il y avait aussi pas mal de fatigue accumulée. Et une pensée m'a traversé l'esprit. Cette pensée sera ma question. Nous savons que l'Algérie et la Tunisie sont deux pays distincts, avec des cultures différentes et des traditions propres à elles. Et nous savons aussi qu'il peut y avoir des similitudes entre ces pays. Du coup, est-ce que le fait d'avoir visité l'Algérie puis enchaîné avec la Tunisie ne t'aurait pas un peu empêché de kiffer la Tunisie, comme il se devrait ou pas du tout? Ma question aurait été la même si ça avait été dans l'autre sens, Tunisie puis Algérie. Exemple de ce que je veux dire. Avec le recul, si tu avais visité l'Algérie puis un autre pays complètement différent, tel que la Corée du Sud, et ensuite visité la Tunisie, tu penses que cela aurait été mieux? Grosso modo, en fait, si j'avais visité l'Algérie, puis ensuite que j'avais fait une pause ou que j'avais visité un pays totalement différent, style en Amérique du Sud ou en Asie, puis ensuite revenir en Tunisie pour kiffer. Donc voilà, est-ce que ça m'a empêché de kiffer le fait de faire l'un après l'autre comme ça, puisque ça reste des pays du Maghreb, même si ce sont donc effectivement des cultures différentes? Pas du tout, pas du tout. Et même pour être honnête, je pense que dans mon mode de voyage, le slow travel mode, c'est même plus intelligent pour moi de voyager de cette manière parce que ça reste des pays frontaliers et c'est ce que j'ai toujours fait, hein, notamment quand j'avais fait par exemple mon road trip en 2014 entre Laos, Vietnam, Cambodge, Thaïlande. C'est plus, on va dire, facile pour moi, c'est même plus intelligent puisque finalement c'est un gain de temps, les pays sont à côté donc on peut traverser les frontières en bus, pas besoin de reprendre l'avion à chaque fois, etc. Ou bien même quand j'ai fait ma saison entre Mexique, Belize, Guatemala, au final pour moi c'est mieux en termes d'organisation, en termes de temps, même en termes de budget, pas besoin forcément de revenir, les pays sont à côté, on peut traverser les frontières en bus. Bon là c'était différent à la période où j'ai fait Algérie-Tunisie puisque comme j'ai expliqué dans la vidéo bilan budget, la frontière terrestre était fermée aux touristes donc j'avais dû le faire en avion. Et non, pas du tout, ça m'a pas empêché de kiffer la Tunisie, au même titre que si j'avais fait la Tunisie puis l'Algérie, ça m'aurait pas empêché de kiffer l'Algérie en vérité. Et voilà, c'est même vraiment beaucoup plus pratique pour moi à chaque fois de faire des pays frontaliers. Et puis voilà, t'as une partie de la réponse dans ta question, hein, quand t'as dit deux cultures bien distinctes. J'ai découvert des choses en Tunisie que j'ai pas découvert en Algérie et vice versa, donc ça m'a absolument pas empêché de kiffer le road trip Tunisie par la suite. Ensuite, on a Titi du 13 qui nous demande « Bonjour Ben, tu vas pas me croire, mais tes vidéos me suivent, je m'en lasse pas dès mon réveil. Merci, ça fait super plaisir. C'est toi que je regarde et savoure les paysages. Jamais je n'ai eu autant envie d'aller en Turquie. À chaque
chaque nouvelle ville, je craque. J'ai adoré les contenus dans mon pays d'origine, l'Algérie et la Tunisie. C'était très beau à voir aussi. Question, comment tu fais pour manger autant? Je vous ai dit, c'est une question qui revient beaucoup. Mais aussi, comment tu choisis tes musiques en fonction de quels critères? Alors bon, pour la nourriture, j'y ai répondu. Mais pour la musique, ça c'est une question très intéressante. Alors il faut savoir que j'évite d'utiliser au maximum des musiques dans mes vidéos, tout simplement parce que sur les plans fixes, etc., je préfère avoir le bruit de l'endroit où je suis, que ce soit en ville ou de la nature, vraiment, parce que je trouve qu'on est vraiment plongé dans la vidéo. J'ai l'impression que la personne qui regarde est avec moi, tout simplement, et vit la même chose que moi, donc j'évite de mettre des musiques, tout simplement, maintenant, même sur des beaux paysages. J'aime bien que la personne puisse ressentir l'atmosphère de la vidéo, un petit peu comme si c'était de la l'ASMR, et c'est pour ça que j'utilise de moins en moins des musiques, comme je pouvais le faire il y a quelques années, dans mes vlogs en Amérique latine, etc. Mais par contre, effectivement, sur les vidéos Turquie, j'ai utilisé pas mal de musique pour les vols de drone, parce que quand tu fais voler ton drone, il n'y a pas de son, hein, à moins d'entendre un bou 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 bou. Mais ça c'est pas terrible. Mais effectivement il fallait que je choisisse des musiques, et en fait avant je le faisais sur YouTube, je mettais tout simplement musique libre de droit. Souvent il y a des personnes qui m'avaient écrit, notamment durant mon voyage en Algérie, qui m'avaient dit ouais mais attends, quand t'étais en Kabylie, pourquoi t'as pas mis des musiques kabyles, ou pourquoi t'as pas mis ça, ou t'as pas mis ci. En fait il faut savoir que les musiques commerciales, je suis striké, parce que je ne dispose pas des droits d'auteur en fait. Si j'utilise une musique commercial, on prend un artiste au hasard style David Guetta, si j'utilise une musique de David Guetta, je vais être striké par YouTube, c'est-à-dire que en fait ma vidéo elle peut être non visible dans certains pays. J'en ai déjà fait les frais, hein, dans l'une de mes premières vidéos. Il y avait une personne qui vit aux États-Unis qui m'avait dit je peux pas voir ta vidéo. Donc à mon avis, à moins d'avoir un VPN, voilà, c'était pas possible, elle était pas disponible dans certains pays, notamment les États-Unis. J'ai des vidéos qui ont été démonétisées des fois à cause de contenu commercial. Donc c'est pour ça que j'utilise que des musiques libres de droit. Donc avant, je trouvais ces musiques sur une chaîne principalement qui s'appelle la musique libre, mais j'ai arrêté de prendre des chansons sur cette chaîne pour la simple et bonne raison que en fait parfois la plupart des chansons qui sont proposées sur cette chaîne deviennent commerciales. Voilà, les droits sont rachetés, etc. Et donc du coup forcément mes vidéos sont démonétisées, ou comme je vous ai dit, elles sont strikées, pas visibles dans certains pays, etc. Ce que je fais, c'est que maintenant je les prends toutes via l'outil YouTube. En fait il y a un outil qui s'appelle Creator Studio pour les youtubeurs. C'est par là en fait où on poste les vidéos, on met les titres, etc. Et en fait il y a un onglet musique, il y a toute une bibliothèque en fait de musique libre de droit, et je passe beaucoup de temps à en écouter certaines parce qu'il y a beaucoup de musiques qui ne me plaisent absolument pas, qui sont pas en fait dans mon registre de musique chill, posée, tu vois, qui irait bien avec un vol de drone, etc. De musique où on se sent plongé, tu vois, dans le paysage. Donc je passe beaucoup de temps, j'en écoute beaucoup, et surtout j'évite tout le temps de remettre les mêmes. Donc j'essaie tout le temps de choper de nouvelles musiques sympas, et c'est comme ça que je fais. Et une fois, très sympa, il y a un abonné, surtout sur la saison 2 de Turquie, qui m'avait envoyé des prods à lui, parce qu'en fait il faisait du son, et je le remercie encore au cas où s'il regarde cette vidéo. Il s'appelait Oz, et il m'avait envoyé pas mal de sons assez sympas que j'ai réutilisé ensuite. D'ailleurs si jamais il y en a parmi vous qui font de la musique et qui composent des sons, n'hésitez pas à m'envoyer vos prods par mail, je me ferai un plaisir de les réutiliser par la suite dans mes vidéos. Bien évidemment si elles sont libres de droit. Hein. Ensuite, next, il y a Mohamed qui me demande: j'ai suivi des épisodes en Algérie et quelques-unes de la Tunisie. Ma question, honnêtement, est-ce que tu as trouvé en Algérie ce que cherche le touriste européen? Après, ça va pas être une question, mais je te conseille de refaire le continent Algérie, le sud algérien, pour les mois de novembre et décembre. Alors, ça, c'est prévu, t'inquiète pas Momo. Alors, je sais pas ce que tu entends par est-ce que tu as trouvé en Algérie ce que cherche le touriste européen? Je sais pas ce que cherche honnêtement le touriste européen, mais concrètement, s'il cherche la fête, la drogue, l'alcool et le sexe, c'est pas en Algérie qu'il faut aller, c'est à Ibiza. Moi je suis pas venu pour ça, je suis un voyageur, un vadrouilleur, un explorateur. Moi je suis venu pour découvrir un pays, pour découvrir sa culture, pour apprendre. Donc moi, forcément, je suis revenu émerveillé parce que j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses sur la culture algérienne. Mais concrètement, voilà, si le touriste européen, il y va pour faire la bringue, c'est Ibiza ou bien la full moon party en Thaïlande. Ça veut pas dire qu'en Algérie, les gens ne font pas la fête, hein. On m'a parlé des fameuses soirées oranaises. Mais voilà, moi concrètement,
Si c'est ça que tu sous-entends, je suis pas venu pour ça. Ensuite, on a Ladi qui me demande salutations avec mes enfants, 4 et 9 ans. On t'a découvert lors de ton voyage en Algérie. Tu étais notre rendez-vous quasi quotidien. Tes vidéos sont reposantes, passionnantes. On a passé des soirées très chill. Ah, ça me fait super plaisir. Que les personnes puissent ressentir l'atmosphère des vidéos. Mon fils Imran a une question. Quel a été le meilleur voyage de ta vie? As-tu un but ultime? Quand tu y parviendras, tu ne sauras pas quoi faire après. Aussi, on te voit toujours positif dans tes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Mais malheureusement, souvent, quand la famille et les amis reviennent de vacances au bled, on entend rarement des commentaires aussi élogieux que les tiens. Pourquoi un si grand écart de point de vue? Est-ce parce que tu es un étranger et que les problèmes sont bien souvent intrafamiliaux? Est-ce parce que tu n'y es pas resté suffisamment longtemps? As-tu un début de réponse à m'apporter en te remerciant? Alors tout d'abord, merci beaucoup Imran. Je vais répondre à ta question, qui est une très bonne question. Alors le meilleur voyage de ma vie, comme je dis toujours, c'est impossible de répondre. J'ai aimé tous les voyages que j'ai faits. Tous les pays ont quelque chose à apporter en termes de culture, de paysage, par rapport à ses habitants, à sa nourriture. Voilà, chaque pays est unique, chaque expérience sera différente et je ne peux pas donner le meilleur pays que j'ai visité, même si je sais que certains diront « S'il te plaît, tu peux dire que c'est l'Algérie, s'il te plaît ?» Mais non, j'ai aimé tout ce que j'ai fait, que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, ou bien même l'Amérique latine, certains pays d'Europe, le Maghreb. J'ai aimé vraiment tout ce que j'ai fait. Chaque pays est unique. Ensuite, cette question est très intéressante. As-tu un but ultime? Et quand tu y parviendras, tu ne sauras pas quoi faire après. Franchement, je sais pas. J'ai pas de but ultime. J'aimerais bien visiter un maximum de pays dans ma vie. Pourquoi pas faire tous les pays du monde? C'est pas quelque chose d'impossible, mais comme je disais dans la question précédente, avec mon mode de voyage qui est le slow travel mode, de prendre vraiment son temps pour bien visiter un pays, est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas, on verra. Mais j'ai pas forcément de but ultime, je crois que je voyage tout simplement sans me prendre la tête. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir être créateur de contenu à 100%. C'était un objectif pour moi de pouvoir vivre et voyager et de pouvoir allier les deux. Passion, voyage, création de contenu, donc je suis très content, mais j'ai pas de but ultime pour être franc, voilà. Je fais juste ce que j'aime et ce qui me plaît et je suis très content comme ça. Et pour la deuxième partie de la question, tu as déjà un petit peu répondu en fait, en donnant un élément de réponse, c'est-à-dire que effectivement, moi je suis un voyageur et pas un local, j'habite pas dans le pays, donc il y a certaines choses que moi j'ai pas remarqué qu'un local te dira. Forcément, quand tu habites dans un pays, tu as toujours tendance à remarquer plus certains défauts que quand tu es un voyageur. Hein. Tu prends un voyageur qui vient à Paris, il va te dire « Wow, Paris is wonderful, French baguette, Tour Eiffel, oh, l'architecture is beautiful !» Mais forcément, quand tu vis à Paris, tu vas dire « Ouais, non mais Paris... il y a toujours des problèmes avec les transports, les gens sont pas souriants. Forcément que quand tu es un local versus un voyageur, t'as pas la même expérience, voilà. Donc c'est ça tout simplement ce que je répondrais, c'est que y a une différence entre voyageur et local. Il y a forcément des trucs que moi j'ai peut-être pas remarqué et qu'un local te fera remarquer, te dira ouais mais l'Algérie ou la Tunisie ou la Colombie, voilà. Ensuite il y a Aïda qui demande pourquoi n'y a-t-il pas de plat traditionnel tunisien dans tes vidéos boostées sur la Tunisie, à part la blébie? On en a marre, la Tunisie n'a pas que ça. Je comprends pas parce que en fait le lablebi j'en ai mangé que 2 fois et il y a une fois où je l'ai pas filmé, donc c'est faux. J'ai goûté la mloukhia, j'ai goûté le couscous au poisson, j'ai goûté le couscous au poulpe. Alors c'est vrai que j'ai pas goûté tous les plats tradis tunisiens et je pense que je me rattraperai durant la saison 2, mais j'ai pas mangé que des lablabis. Et par contre niveau street food, j'ai goûté tous vos sandwichs hein, là. Les Tunisiens, je sais pas qu'est-ce qui me manque, mais franchement j'ai goûté tous vos sandwichs. D'ailleurs je l'ai dit, hein, les Tunisiens c'est vraiment les rois des sandwichs. J'ai jamais vu autant de sandwichs dans un pays. Ensuite on a Voula Karadjanis qui me dit salut Ben, dans lequel des pays que tu as visités as-tu trouvé la street food la plus saine? Je dirais je pense en Asie du Sud-Est. Parce que ça reste une street food assez saine, beaucoup de riz, beaucoup de nouilles. Bon, il y a des trucs quand même toujours un peu fat, mais non, franchement, je pense que je dirais en Asie.
sûrement la street food la plus saine. Ensuite, il y a Selem qui me demande: salut Ben, je suis tunisien, j'ai toujours eu peur que tu te fasses racketter en regardant tes vlogs. Est-ce que tu as déjà vécu un truc pareil en voyage? Alors sur ce voyage Algérie-Tunisie, aucun problème. Même si je me souviens quand j'étais en Tunisie dans le TGM, le train qui fait Tunis, Goulette, Marsa, il y avait un Tunisien qui m'a dit: ah, fais gaffe à tes affaires, je vois que tu as une caméra et tout, fais attention, des fois il y a des quartiers un peu craignos dans Tunis, etc. Moi personnellement je n'ai pas eu de problème, et dans tous mes voyages, franchement, alors j'ai déjà entendu d'autres voyageurs, des expériences assez traumatisantes, etc. Mais moi, personnellement, je touche ma tête, comme on dit encore une fois, j'ai pas eu de grosses mauvaises expériences. Une fois, en Équateur, j'avais même fait une story time dessus, on m'a volé mon MacBook que je venais d'acheter, avec tous mes souvenirs, toutes mes photos dedans et tout, donc ça m'avait fait beaucoup de peine, mais ça s'est pas fait d'une manière traumatisante, c'est-à-dire que j'ai pas été agressé, ça a été comme un pickpocket, de manière très discrète, etc. Donc non, franchement, de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas vécu de mauvaises expériences, des personnes qui est venue avec un couteau ou une arme à feu, voilà. Après, comme je dis, le danger zéro n'existe pas, faut pas non plus rentrer dans une paranoïa, sinon ça sert à rien de voyager. C'est pas parce que quelqu'un va venir vous parler qu'il va vouloir vous voler ou vous racketter, voilà. Sinon ça sert à rien de voyager. Le but de voyager justement c'est de parler aux gens, de rencontrer des gens. Si c'est pour rentrer dans une paranoïa infernale, ça sert vraiment à rien de voyager. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des codes de conduite à respecter. J'en ai déjà parlé pour l'Amérique latine, il y a des choses à savoir, des choses à faire, ne pas faire. À partir du moment où vous faites attention, normalement, vous évitez 80% du danger. Mais après, comme je dis toujours, le danger zéro n'existe pas. Être au mauvais endroit au mauvais moment, ça peut arriver à n'importe qui. Ensuite, il y a qui me dit: coucou Ben, je t'ai découvert hier soir en plein Covid, dans mon lit, à regarder tout et n'importe quoi, jusqu'à ce que je tombe sur tes vidéos Insta, puis YouTube. J'ai aimé l'Algérie, même si je trouve que ça manque de contenu sur ce magnifique pays. Ma question est la suivante: quand le côté de l'Asie force continue ainsi? Alors déjà, bon rétablissement, j'espère que ça va mieux depuis. Et l'Asie, c'est pas prévu pour le moment. J'y suis déjà allé en 2014, à l'époque où je faisais pas de vidéos sur YouTube. J'avais une petite caméra, mais je faisais pas de montage, etc. Donc c'était des souvenirs que je gardais vraiment que pour moi et je partageais rien. Mais l'Asie, ouais, j'aimerais bien y retourner, mais au même titre que dans la partie 1, on m'a posé la question sur les Philippines. J'ai pas de plan pour le moment, en tout cas, d'aller en Asie. Mais comme on dit, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Donc si jamais j'ai une opportunité demain, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais sur 2023, j'aimerais vraiment me concentrer sur l'Afrique. Ensuite, on a Karim qui me dit: salut Ben, merci pour tes vidéos. Question, merci à toi de les regarder. Merci à vous tous de les avoir regardés. Qu'as-tu à dire pour les personnes qui souhaitent visiter l'Algérie, mais qui malheureusement hésitent par peur ou par crainte de la population? Merci encore et bon courage pour tes prochaines destinations. Mon cher Karim, je répondrai premièrement de leur montrer mes vidéos YouTube et deuxièmement d'arrêter d'écouter les gens qui se permettent de donner des avis alors qu'eux-mêmes n'ont jamais voyagé. C'est-à-dire que moi je me souviens à l'époque quand j'ai commencé à voyager, notamment quand je suis parti en Colombie, il y a plein de personnes qui me disaient: quoi, la Colombie, mais t'es fou, mais tu vas te faire enlever, tu vas te faire agresser, tu vas te faire tuer. Parce que ils regardaient des informations à la télévision, voilà. C'est vrai qu'à la télévision, on a tendance à nous montrer toujours le côté négatif de certains pays, plutôt que de nous montrer les choses positives. Aucun pays n'est parfait. Bien sûr que dans certains pays, il s'est passé des choses, il y a une histoire. Alors oui, la Colombie, c'était par rapport au cartel, la drogue, etc. À l'époque, il y avait, je me souviens, une dame qui s'était fait enlever, qui s'appelait Ingrid Betancourt, je crois. Mais on ne montre jamais les choses positives, c'est-à-dire toutes ces belles personnes qui vivent dans le pays, qui n'ont rien demandé et qui sont victimes tout le temps de ces stéréotypes, de ces clichés. Et pour l'Algérie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut juste arrêter d'écouter les gens qui ne sont jamais allés, qui n'ont jamais voyagé. Et surtout, j'ai remarqué un truc, c'est que la plupart des gens qui n'ont jamais voyagé essayent toujours de décourager celles qui veulent se lancer. Donc voilà, il ne faut pas écouter ces personnes, il faut juste écouter son cœur, écouter ses envies et tout simplement partir pour se faire son propre avis. À la limite, si quelqu'un est déjà allé là-bas et qui vous dit: ouais voilà, moi je suis allé là-bas et j'ai pas aimé pour ci pour ça, mais à la limite qui nous explique pourquoi, qui nous donne un avis constructif,
mais juste dire ouais, non, j'ai entendu dire que l'Algérie ou que la Colombie ou que si. Non, en fait, voilà. Voyage, fais-toi ton avis et ensuite donne-moi une réponse constructive. Mais ne me dis pas de pas aller là-bas parce que t'as vu sur BFM que c'était dangereux. Tout simplement. Donc après, attention, hein. Quand je dis ça, il y a des pays, bien sûr, évidemment, auxquels c'est compliqué parce qu'en ce moment ils sont en guerre, etc. Mais là, sur la question de l'Algérie, voilà. Moi, ce que j'ai à dire aux personnes qui ont peur, eh ben simplement, juste regarder mes vidéos parce que je pense qu'elles sont assez représentatives de ce que moi j'ai vécu en tant que voyageur. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai plus de place sur ma carte SD, alors je fais une conclusion très rapide. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt là pour les prochaines vidéos Albanie, mais évidemment très bientôt aussi pour l'Algérie saison 2, si j'arrive à obtenir un deuxième visa, mais je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère avoir répondu du mieux possible, en toute sincérité, en toute objectivité, par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ces pays, et puis surtout par rapport à toutes mes expériences de voyage. Donc moi, comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.